Bonjour à tous. Merci de m'accueillir au sein de cette conférence. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur la question des communautés de pratique. Alors, lorsque nous avons préparé cette conférence avec Martin, Rouleau-Dugal ici présent, il m'a demandé de résumer très brièvement tout ce que la recherche avait pu trouver d'intéressant sur l'animation des bonnes pratiques. Donc j'espère que vous avez 3-4 heures devant vous. Donc on va essayer de faire cet exercice en 3 minutes. Donc un bref rappel sur ce qu'est une communauté de pratique. Donc c'est un espace d'action commun qui a de nombreuses conséquences positives pour l'entreprise, notamment la formation des collaborateurs, l'innovation, la résolution de problèmes complexes, etc. Traditionnellement, on résume ce qu'est une communauté de pratique en 3 aspects principaux. La question du domaine d'expertise, la question de l'affinité communautaire, de la constitution d'une vraie communauté, et enfin la dimension de partage d'outils et d'avoir un discours commun, un vocabulaire commun. Cependant, quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'engagement des collaborateurs dans les communautés, on se rend compte qu'il peut y avoir de nombreux obstacles à cet engagement. Et notamment, l'un des plus grands obstacles, c'est la contrainte du temps. Puisque nous avons tous dans nos entreprises des collaborateurs pris par de nombreuses responsabilités, que ce soit opérationnelles, au niveau du recherche et développement, etc., il faut arriver à justifier le temps passé consacré à la communauté. D'autre part, certains collaborateurs peuvent également avoir des craintes en termes de l'utilisation qui va être faite de ce qui est partagé dans la communauté. Et c'est l'un des grands freins également à la participation dans ces communautés. Donc pour lever ces freins, la recherche a mis en évidence 8 bonnes pratiques de gestion d'une communauté. Alors passons-les en revue ensemble. Donc le premier levier, c'est évidemment créer la confiance. Donc créer un environnement sécurisant pour les collaborateurs, de manière à ce qu'ils n'aient pas l'impression que s'exprimer dans une communauté de pratique peut se retourner contre eux. Et ça, c'est un point extrêmement important. Je me souviens dans un grand groupe bancaire de la naissance d'une communauté, on avait demandé à des utilisateurs pilotes de se manifester, en fait, de commencer à utiliser l'outil. Et nombre d'entre eux ne l'ont pas fait parce qu'ils se demandaient, mais ok, je vais participer, mais qui va lire ce que j'ai écrit? Comment ça va être revu? Qui va l'interpréter? Comment ça va entrer en ligne de compte pour mes futures promotions, etc., etc. Donc, premier point. Une fois qu'on a fait ça, il faut bien entendu mettre en place ou faire émerger un leadership ou une équipe de soutien, donc ça peut être plusieurs personnes, qui va animer la communauté sur le long terme. Et pour que ça fonctionne, la recherche a montré qu'il fallait que les personnes consacrent entre 20 et 50% de leur temps à cette tâche. Donc ce n'est pas une tâche accessoire, loin de là. De plus, il faut définir des objectifs clairs. Et il faut que ce soit également clair pour le collaborateur, que la contribution possible du collaborateur à cet objectif soit claire, de manière à pouvoir, animer la communauté dans le bon sens. Il faut également que les objectifs correspondent, aux besoins métiers et aux objectifs personnels des collaborateurs. Donc là, c'est vraiment l'une des limites des objectifs top-down. Il faut, pour que les collaborateurs se l'approprient, qu'il y ait vraiment une cohérence avec leur métier. D'autre part, une trop grande focalisation sur les objectifs tangibles des communautés peut être contre-productive et en fait mener à l'échec. Donc il faut vraiment s'assurer que tout le monde a compris que l'objectif de ces communautés, ce n'est pas seulement réussir le projet X ou le projet Y ou le projet Z, mais c'est surtout créer des liens entre les collaborateurs. Ces liens pourront par la suite être sollicités dans le cadre d'autres projets, de la résolution d'autres problèmes. Donc il faut bien garder cela à l'esprit également. L'un des points qui peut paraître un peu aussi contre-intuitif, c'est que quand on parle d'engagement, on a l'impression que la communauté idéale est une communauté constituée de personnes toutes extrêmement engagées sur le pont en train de ramer dans la même direction. En fait, c'est pas du tout le cas. Au contraire, pour qu'une communauté fonctionne, il faut encourager différents niveaux d'engagement, ce qui peut vouloir dire qu'il y aura des gens qui n'interviendront que très ponctuellement dans cette communauté. Mais au contraire, il faut encourager cette participation ponctuelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, la recherche a montré que généralement, l'innovation vient de ces gens-là. L'autre problème, c'est que quand vous avez un groupe de personnes extrêmement soudées,
il peut se produire des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de groupthink, de pensée moutonnière. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, faire que la communauté se renouvelle et qu'il y ait différents niveaux d'engagement est un vrai atout. D'autre part, il faut également encourager les bilans par rapport aux informations, aux connaissances échangées dans la communauté. Parce que pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait dialogue, partage d'informations, il faut qu'il y ait action, mais il faut aussi qu'il y ait retour par rapport à l'utilisation de cette connaissance et les résultats obtenus. Et ça peut être justement l'un des objectifs du leadership de la communauté, de s'assurer que ces retours existent de manière à ce que l'apprentissage ait lieu de la manière la plus intéressante possible pour les collaborateurs et pour l'entreprise au final. Concernant l'animation des communautés, donc ce qui a été montré, c'est que effectivement, donc les activités régulières sont nécessaires pour animer les communautés, mais là encore, il ne faut pas que ces réunions soient trop fréquentes. Car si la fréquence est trop importante, les collaborateurs auront tendance à se lasser, voire à se désengager. Donc finalement, en cherchant à faire le bien, on arrive au résultat inverse que l'on souhaitait obtenir. Et enfin, dernier point, évidemment, s'assurer de l'appui d'un sponsor, et ça a été souligné à plusieurs reprises par tous les intervenants. Merci de votre attention.